pour me présenter, donc Erwan Brouder, donc je suis président de la société BSSI, qui est un cabinet de conseil et d'audit en cybersécurité. Romain Valère, donc je m'occupe chez Aircom de tout ce qui est communication sécurisée, donc avec des terminaux pour gouvernement et entreprises. Bonjour, Ludwig Godin, je travaille chez SFR dans l'équipe gouvernance sécurité. Allo Techilo, je suis adjoint du DSI, RSSI et responsable de gestion des risques à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Bruno Garguet-Duport, moi je suis directeur des services numériques à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et en charge aussi de la cybersécurité. Et donc l'objet aujourd'hui, l'objet de la table ronde, c'est de discuter de cybersécurité et d'accès et de travail à distance. Donc évidemment un sujet d'actualité, notamment depuis 18 mois, avec la crise sanitaire qu'on a tous subie et qui a profondément désorganisé, je dirais, nos différentes entreprises et organisations, et qui a amené de façon très massive nos utilisateurs, nos collègues et nous-mêmes à revoir en fait notre façon de travailler et de travailler, je dirais, en distanciel un maximum du temps. Alors évidemment, dans certaines organisations, ça a accéléré les choses. Et l'idée, c'était de voir donc et de discuter avec les intervenants d'aujourd'hui, de quelle manière en fait cela a nécessité en fait des adaptations et quels ont été finalement les enjeux de sécurité autour de ces adaptations. Évidemment, il y a eu des impacts. Donc, on a dû modifier un certain nombre de choses, nos manières de travailler, on en a parlé, et aussi notre rapport à l'autre, la manière dont on communique aujourd'hui, on voit tous les jours, a énormément changé depuis 18 mois. Donc, finalement, d'un point de vue cyber, est-ce qu'on a eu plus d'attaques? Est-ce que ça a nécessité en fait de modifier la manière dont on contrôlait, dont on auditait et dont on analysait les choses? C'est des choses dont on va pouvoir discuter. Bruno, est-ce que vous étiez prêt en fait finalement? Qu'est-ce que ça a modifié en fait chez vous? Alors nous, ça n'a pas tellement modifié de choses parce qu'effectivement on était relativement prêts dans la mesure où nous, on était déjà dans une dynamique de travail en mobilité de manière assez forte auprès des agents, avec une infrastructure de type totalement virtualisée et centralisée, et donc avec des accès externes déjà sécurisés via des gateways, des authentifications fortes. Donc, au terme d'infrastructure, je dirais que tout était déjà prêt. Après, où il y a eu effectivement pour nous un enjeu, c'était de transformer pour l'ensemble des agents ce mode d'accès au système d'information dans la mesure où tout le monde n'était pas en mobilité. Donc il a fallu adapter un petit peu le système d'information en termes d'infra, de nombre de serveurs, dimensionner les gateways, etc., mais qui était déjà en place, donc une bonne partie du travail était fait. Donc ça n'a pas été un énorme travail, et la plus grosse difficulté pour nous, ça a été de fournir du matériel aux agents, parce que on n'avait pas forcément du matériel mobile pour ces agents. Donc il y a eu des commandes, on avait un peu de stock, puisqu'on était, heureusement pour nous, sur une période de renouvellement d'une partie du parc. Donc on a pu utiliser et piocher là-dedans pour pouvoir fournir les postes de travail aux agents. Et le gros avantage qu'on avait aussi, c'est que en fait, notre infra permet de se connecter à partir de n'importe quel device, tout en permettant de garantir la sécurité. Donc en fait, on a eu pas mal d'agents qui ont pu utiliser leur matériel personnel de chez eux pour pouvoir se connecter et accéder à leur poste de travail. Donc globalement, ça s'est plutôt bien passé pour nous.
Et finalement, oui, au niveau du déploiement des équipements, c'est-à-dire vous aviez un peu de stock, mais on savait on a vu qu'à ce moment-là, c'était très compliqué en fait d'acheter du matériel. Pour les gens qui n'avaient pas d'ordinateur à disposition, comment avez-vous fait? Alors nous, la politique de la direction générale, ça a été de tout de suite mettre le maximum de gens en télétravail pour les postes télétravaillables et le plus de temps possible. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux agents, en fait, qui n'avaient pas d'équipement personnel ou qui avaient un équipement personnel qui n'était pas assez performant, d'utiliser, d'emmener leur matériel du bureau chez eux. Donc ça s'est fait aussi assez simplement, puisque nous, à partir du moment où l'ordinateur se connecte au système d'information, le poste de travail est totalement étanche par rapport à l'environnement sur lequel il s'exécute. Donc en termes de sécurité, ça n'ouvrait rien. Pour nous, c'était transparent. Et donc c'est une façon qui nous a permis de combler le manque de matériel qu'il y avait. Ouais, finalement, ça a été une mesure assez pragmatique. Tout à fait. Moi, j'avais une autre question aussi par rapport à l'hygiène, sécurité en fait de vos solutions. Donc, on a bien vu que l'accès à distance était la règle. Il fallait mettre de l'authentification forte, des choses comme ça. Et je pense que c'est. Et comment avez-vous géré justement le déploiement de ces solutions d'authentification forte sur des postes non maîtrisés, je parle? Alors, sur les postes, nous, on a un frontal, donc on peut citer des technos Des technos ou des... Donc, nous, on utilise les technos de Netscaler, en fait. Donc, en fait, les gens se connectent sur un Netscaler et ce Netscaler, donc, c'est un portail web sur lequel on a renforcé avec une authentification forte. Alors, on utilisait globalement soit la solution de Gemalto, soit la solution Innuebo. Et effectivement, pour le déploiement en masse, en fait, on a implémenté la solution Google Authenticator, en fait, qui présentait l'avantage d'être gratuite. On n'avait pas de problème de licence à gérer et on a pu la déployer très facilement sur les Netscaler pour permettre aux agents de se connecter. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aucune connexion ne pouvait se faire au système d'information à distance sans respecter la règle de base de sécurité, c'est-à-dire le passage via le Netscaler avec une authentification forte. Très bien, merci. Et Ludwig, alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé chez SFR ? Alors nous, chez SFR, le télétravail était déjà en vigueur depuis quelques années. Il y avait uniquement quelques fonctions qui ne pouvaient pas faire le télétravail, qui n'avaient pas de PC portable. Donc, on a dû déployer en quelques jours. Donc, merci à l'équipe bureautique d'avoir déployé comme ça à peu près 700 postes comme ça en quelques jours pour permettre à tout le monde de faire du télétravail. Et comme on avait déjà du télétravail, donc on passait à peu près de 20% de télétravail à 100% de télétravail. Il a fallu donc faire une augmentation capacitaire. Donc pour ça, on a dû multiplier par 3 la capacité. Et pour nous aider aussi à augmenter cette capacité, on a aussi fait du split tunneling. C'est-à-dire que tous les accès qu'on supposait légitimes, en fait, on ne les faisait pas passer par le VPN, on les faisait passer en direct. Ça nous a aidé à augmenter cette capacité. On a aussi mis en place du multifacteur aussi. On a 2 niveaux de VPN. Lorsqu'on veut se connecter sur le réseau bureautique, on a l'authentification par VPN. Cette fois-ci, on utilise une authentification par certificat. Et après, pour des connexions un peu plus techniques, si on a besoin de modifier la prod par exemple, là on avait un autre niveau avec des tokens. On a dû faire face aussi à une vague aussi de phishing aussi, pendant cette période-là, on a vu énormément de phishing. Ça nous a permis aussi de rappeler aux collaborateurs et de refaire des campagnes de sensibilisation très importantes. Il ne faut pas oublier que quand on reçoit un mail, on ne clique pas n'importe où, n'importe comment, quand on ne connaît pas la provenance et qu'on n'en est pas sûr. Voilà.
Et globalement, justement, sur vos utilisateurs, est-ce que vous avez eu un beau taux de réponse sur ces sensibilisations? Enfin, comment vous avez analysé en fait cette sensibilisation? Le premier indicateur, c'est qu'il n'y a pas eu on n'a pas été trop touché. Donc déjà, c'est quand même le premier indicateur qui montre que les utilisateurs ont bien été sensibilisés et donc ça s'est bien passé. Oui. Et du coup, dans votre système, dans votre infrastructure, on voit bien que finalement vous étiez prêt, vous aviez déjà déployé toutes vos architectures de sécurité, enfin tout ce qui allait bien. Vous avez eu une problématique finalement de tuyauterie, mais on l'a vu tous avec les opérateurs, ça s'est quand même plutôt bien passé. Enfin, c'est-à-dire que vous avez pu être assez réactif en fait. Oui, il a fallu être réactif. Et oui. Pardon, oui. Et l'enjeu a été plutôt de mettre en place du déploiement déployé aux 700, 800 personnes qui vous manquaient. Après, surtout, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc, les postes étaient déjà prêts. Donc il y avait déjà toutes les barrières de sécurité aussi sur le poste. Parce que je rappelle, la stratégie, on n'a pas fait comme Bruno, on a choisi de se connecter directement avec le poste collaborateur sur l'environnement bureautique. Donc l'utilisateur, le collaborateur à la maison, il est comme s'il était au bureau, il a accès aux mêmes choses. Alors après, on essaye de faire en sorte que le réseau, quand on est connecté sur le réseau par le VPN, eh bien, on est bien étanche aussi par rapport au réseau domestique chez nous. Oui. Très bien, merci. Et Romain, j'imagine que Thales, vous étiez aussi également prêt. Vous aviez déjà du télétravail et vous aviez déjà anticipé ce genre de choses. Alors oui, Thales en interne, évidemment, on était prêt. Alors je vais surtout vous parler en fait de nos clients, oui. Parce que notre métier, c'est effectivement, on l'a découvert à cette époque-là. C'était pas uniquement sur la communication sécurisée, mais aussi du télétravail sécurisé finalement. Donc, quand on discute avec le ministère des Armées, nos clients sont des clients qui en général manipulent des informations. Alors nous, ce qu'on couvre, ça va jusqu'au niveau de diffusion restreinte. Donc c'est pas du secret défense. Le secret défense, ça se fait pas en télétravail. Il faut être déjà dans une pièce qui va apporter un certain nombre de garanties. Mais quand on est en diffusion restreinte, on peut finalement travailler chez soi. Alors quand on le dit, c'est pas parce qu'on peut que les gens le faisaient. Avant le confinement, quand on faisait du diffusion restreinte, on venait au bureau. Et on avait effectivement équipé un certain nombre de personnes, mais c'était plutôt des hautes autorités qui, comme ça, le soir ou le week-end, pouvaient se reconnecter et compléter. C'était pas le mode de travail normal en diffusion restreinte d'être chez soi ou d'être à distance. Avec le confinement, évidemment, ça a complètement changé puisque le ministère des Armées, comme tout le monde, a dû avoir des collaborateurs à distance et qui devaient travailler pourtant sur ce même type d'informations. Donc, comme dans les interventions précédentes, finalement, nos clients ont eu un besoin, non pas de renforcer la sécurité, parce que tout était déjà en place, on est dans des domaines où c'est bien couvert. Ils ont eu un besoin d'augmenter terriblement la capacité. On est passé, je donne les chiffres que même on communiquait, on est passé de moins de 5000 utilisateurs occasionnels à une trentaine de milliers d'utilisateurs très réguliers, avec une augmentation des connexions par à peu près 40 en moyenne. Voilà, donc c'est tout de même une augmentation de capacitaire significative. Et nous, on a dû faire face à ça et les accompagner parce qu'effectivement, on ne règle pas une infra ou on ne fiabilise pas une infra de la même façon quand on est avec quelques utilisateurs occasionnels que quand elle est en charge toute la journée, et avec évidemment des conditions de service qui sont beaucoup plus pointues. Ça se remarque beaucoup plus si effectivement on a quelque chose qui se passe sur l'infra. Donc on était prêts, nos clients étaient prêts, mais il y a tout de même eu une vraie augmentation en capacité qui a duré sur tout de même plusieurs mois et qui s'est continué parce que finalement aujourd'hui nos clients, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entreprises, se sont mis dans des conditions où si jamais demain il y a un nouveau problème, il faut qu'ils puissent se remettre en télétravail, il faut qu'ils puissent traiter des choses, aussi des informations de ce type, sans avoir passé par la case bureau si ce n'est pas nécessaire. Oui, et du coup, vous aviez déjà des utilisateurs sensibilisés à la notion du secret, j'imagine. Donc le DR, la sécurité périmétrique du DR, vous l'avez géré par la sensibilisation.
Alors, il y a le DR, si je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais les informations de diffusion restreinte, c'est effectivement avant tout une grosse sécurité périmétrique. C'est-à-dire qu'on s'assure que autour le réseau et les terminaux effectivement au domicile, ils sont avec un mur relativement solide autour pour pouvoir effectivement résister à des attaques, qu'une information ne va pas pouvoir sortir comme ça. Alors, si on réfléchit, ça veut dire que le terminal d'un réseau de diffusion restreinte, il ne va pas aller directement sur Internet, parce que ça serait une façon de sortir de l'info beaucoup trop facile. Donc il va toujours adresser le réseau d'abord. Donc tout ce qui sort d'un terminal de diffusion restreinte va vers le réseau qui va pouvoir là analyser, filtrer, s'assurer qu'il n'y ait pas de sortie intempestive. Ça veut dire aussi effectivement en termes de charge que cette sécurité périmétrique implique tout de même beaucoup de travail au niveau réseau sur tout ce qui est effectivement entrée et sortie. Alors bien sûr on est sur des utilisateurs qui sont déjà sensibilisés, mais il y a des protections en plus. On l'a vu pour d'autres clients quand on n'est pas sur ces domaines-là, on a aussi d'autres sécurités qui sont, solutions qui sont des solutions software, soit pour faire de la messagerie, soit pour faire de l'audio, de la visio souveraine, sans que effectivement notre pays puisse regarder qui parle avec qui, parce que souvent ils ne regardent pas exactement le contenu, mais au moins ils regardent qui était en train de partager l'information avec qui. On a des solutions de partage de documents aussi qui sont chiffrées de bout en bout. Et on voit bien que là, il y a eu aussi de la demande d'autres entreprises parce qu'ils se retrouvaient avec du monde en télétravail. Et quelqu'un qui est en télétravail, il va être il a beaucoup plus d'exposition finalement qu'avant la crise. Alors, pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'avec le Covid, il y avait beaucoup de stress. Et le stress, c'est un facteur qui va favoriser le phishing. Si je vous envoie des mails à propos du Covid, de votre entreprise, etc., vous allez peut-être plus facilement cliquer dessus, et d'où une sensibilisation accrue pour pouvoir lutter contre ce type d'attaque. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand on est chez soi, si on n'a pas un terminal qui est déjà bien sécurisé, avec un bon VPN qui va aller vers l'entreprise et qui va tout renvoyer vers l'entreprise, on va augmenter la surface d'attaque parce que tout le matériel qu'il y a au milieu, si c'est un ordinateur domestique, si c'est des réseaux Wi-Fi pas très bien configurés, c'est des surfaces d'attaque supplémentaires pour un attaquant. D'accord, très bien, merci. À noter, est-ce que tu peux nous raconter du coup cette expérience côté BNF, comment ça s'est passé ? Oui, en fait, dans mon institution, la question de sécurité ne nous a pas vraiment préoccupés quand ça s'est posé. Tout simplement parce que, bien que notre système d'information n'ait qu'un petit quart de siècle, on a conçu de bout en bout, sous forme système numérique, avec en tenant compte de la problématique de sécurité pour une ouverture à l'externe, c'est-à-dire pas uniquement pour les agents, mais également pour le public qui peut accéder depuis l'extérieur. Donc, on avait mis une politique qui était déjà assez dure à l'époque, c'est-à-dire que déjà, tout notre SI est internalisé, rien n'est à l'extérieur, voire très peu, à 0,00 quelque chose % à l'extérieur, mais nous maîtrisons tout de bout en bout en interne. Et quand on parle d'accès externe ou accès distant, tous les postes internes peuvent accéder de l'extérieur quand on ouvre les droits. En gros, permettre aux gens d'accéder à distance au SI, c'est leur permettre de pouvoir prendre la main à distance sur leur poste sur lequel est déjà appliquée une politique de sécurité. Les ports sont fermés. Donc, quand on leur donne des portables ou qu'ils accèdent parce qu'ils ont le droit d'accéder avec un équipement personnel, pas le même via VPN, au SI, quelque part, la politique existante reste appliquée. Mais quand on leur donne des équipements en plus, ces équipements-là aussi, ils ne peuvent rien en faire. En gros, on sortait un équipement du carton, ça passe dans la chaîne de masterisation, qu'on leur donne, ils ne peuvent rien en faire. Ils mettent une clé, ça ne marchera pas, ils peuvent le mettre sur leur réseau chez eux. Ils ne peuvent qu'ouvrir des sessions vers chez nous. Et ces équipements, avec des outils qu'il y a dessus, notamment pour contrôler quand même la conformité du poste, font qu'on peut même prendre la main à distance sur les postes, sur n'importe quel réseau. Donc ça, c'est la partie VPN. Mais il y a d'autres ports d'entrée, notamment pour les administrateurs, où on passe par, si on peut citer des outils. Nous, on a un dispositif qui passe par View pour les administrateurs. Ce dispositif-là, c'est pareil. Donc, les gens peuvent l'utiliser, mais il y a des règles qui sont beaucoup plus fines
Et on l'a même ouvert à nos partenaires, nos fournisseurs. Les fournisseurs qui, eux, venaient travailler en interne chez nous, avec la pandémie, il a fallu qu'ils travaillent depuis chez eux. On a ouvert les accès, là, avec leur équipement personnel, mais ils sont obligés de passer par le bastion. On était en train de déployer le double facteur avant que ça ne commence, donc qu'est-ce qu'on a fait? Mais chaque fournisseur qui arrivait, on avait un filtrage par pare-feu, donc il doit donner obligatoirement son IP. Donc on a 3 dispositifs d'entrée. Ce qui a le plus posé problème, c'est de pouvoir être approvisionné en équipement pour distribuer aux gens ou étendre des licences au sens VPN. Tout le monde a eu le même souci, hein. Mais tout était dimensionné pour que toute la BNF puisse travailler depuis l'extérieur, y compris ses prestataires. Donc, le niveau de licence fait qu'on pouvait plus ou moins ouvrir les accès ou pas. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait comme d'autres l'ont dit tout à l'heure. Les équipements qui étaient arrivés pour faire du renouvellement, ils sont passés sur le banc de test adapté des portables aux équipements fixes et les gens sont venus le chercher ou l'établissement a pris sur lui de trouver des transporteurs qui a livré les gens chez eux avec les UC, les écrans et tout. Donc, une fois qu'on a donné les mêmes types d'équipements avec la même politique, ben, ceux-là aussi arrivaient comme s'ils venaient avec les portables. Donc, globalement, ce qui existait en appliquant strictement les règles de sécurité d'accès existants, donc il n'a pas fallu inventer quoi que ce soit. Hein. Nous, on le faisait avant. L'ANSSI l'a publié depuis sa PSSIE et on n'a fait que sur ce qui est mis dedans. Donc, toutes les règles y sont. La réglementation y est. Comment faire quand on fait du VPN? Normalement, quand on est dans une institution publique, on ouvre un accès distant. Les équipements qu'on fournit, on ne doit rien faire avec. On ne peut pas l'ouvrir pour autre chose. Tout doit être verrouillé. Donc, il n'y a pas, en suivant ces règles, de groupe de sécurité, mais plutôt des problèmes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, sur le déploiement massif de l'authentification forte, quand vous avez du coup dû déployer, notamment sur des équipements personnels, comment est-ce que vous avez fait du coup? On a commencé à déployer, mais en fait, on a pris un fournisseur externe. Hein, donc, nous, on a choisi Inuebo. Oui. On a commencé à le faire. Donc, tous ceux qui sont passés par le bastion, notamment les fournisseurs, ils étaient obligés de passer par le bastion. Parce que la politique de sécurité de l'État fait qu'un prestataire externe qui accède au cœur du SI, on doit pouvoir le tracer, et conserver la trace pour pouvoir contrôler après si c'est parce que quelque chose de pas bien. Donc, à partir de là, mettre ça sur un dual factor type Inuebo, c'est facile. Donc, il suffit d'envoyer le bon message à la bonne personne qui renvoie avec son téléphone, puis on le fait. Après, ça n'exclut pas la double authentification. On a une double authentification, certes, parce que quand vous arrivez par un VPN, vous avez l'entrée plus ce qui est derrière. On l'avait, mais on a doublé ça après avec le double facteur pour avoir apporté, pour améliorer plutôt, je dirais, la sécurité. Oui, oui. Ah, très bien. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui autour de la table, on a des entreprises qui avaient finalement déjà des accès distants, qui avaient déjà des politiques de télétravail et qui finalement techniquement étaient déjà prêtes. On n'a personne qui n'était pas prêt et qui aurait pu nous raconter finalement les incidents ou les galères, je dirais, qu'ils ont pu avoir. C'est dommage. Mais en tout cas, on voit que la grosse problématique, elle s'est axée en fait sur deux thématiques. Pour la taille du tuyau, où il a fallu quand même faire grossir les infrastructures, et au niveau de l'authentification forte, en fait, parce que tous les jours, on voit des leaks de comptes un petit peu partout, et si on veut se protéger, et si on veut protéger notre SI, il faut renforcer cet accès. Est-ce que finalement, avec l'écosystème autour de vos infrastructures, vous avez été amené à constater en fait une augmentation des incidents de sécurité? Je sais pas, juste dans vos périmètres respectifs. Donc nous, pour notre part, on a constaté, oui, beaucoup plus de phishing lié au Covid. Ça, c'était facile. Comme disait Romain tout à l'heure, effectivement, dans le contexte, c'était facile d'envoyer ça et les gens étaient un peu stressés par tout ça, donc peut-être qu'ils pouvaient répondre rapidement. Après, on a constaté pas forcément plus d'attaques aussi, pas plus d'attaques qu'avant sur nos systèmes. Non, ça a été. Il y en avait, mais c'est pas plus qu'avant pour notre part. D'accord. Nous, à peu près la même chose. Seulement, on a quand même un niveau d'attaque qui est élevé. Donc, on n'a pas eu plus, mais le niveau de base qu'on a quotidiennement, c'est quand même impressionnant, quoi.
ce qui met en exergue que la préoccupation de la sécurité reste vraiment quelque chose de fondamental sur l'ESI, quoi. Et au niveau des règles, en fait, finalement, dans les différents SOC, je pense que tout le monde est assez unanime après avoir aussi discuté avec d'autres personnes sur cette partie. On a une tendance à une augmentation des attaques qui sont croissantes, qui se professionnalisent. Enfin, je ne vais pas paraphraser toutes les conférences qu'il y a pu y avoir pendant ces 2 jours. Mais globalement, en fait, il n'y a rien eu de vraiment spécifique, à part peut-être un petit peu de phishing, quoi. Ça, c'est OK. Est-ce que vous avez finalement changé aussi la manière de monitorer certains équipements de sécurité périmétrique pendant cette crise? Est-ce qu'il y a des choses en fait sur lesquelles vous avez essayé de faire plus attention pour garantir le service? Globalement, non, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, donner l'accès depuis l'extérieur, c'est une porte ouverte, mais on ne changeait rien de ce qui existait. Donc, il n'y a pas besoin de changer, à moins d'aller monitorer les équipements qu'on a fournis aux gens, et ça, ce n'était pas dans l'objectif. Oui. Juste pour revenir aussi sur le type d'attaque, alors on a côté Thales tout ce qui est un centre d'analyse de la menace et d'enseignement cyber, et effectivement on a vu des attaques tout de même importantes. Alors, il faut voir aussi qu'on est arrivé avec d'autres outils parce qu'il a fallu communiquer. On était effectivement sur le VPN de son entreprise, mais il fallait aussi communiquer parfois avec ses fournisseurs et autres de temps en temps, et on n'avait plus les outils habituels. Donc les gens ont déployé, je vais citer personne, mais des messageries ou des visios grand public, et on sait qu'en fait ça a tout de même amené un certain nombre de failles sur les ordinateurs, avec la possibilité soit effectivement d'accéder au poste de travail quand c'était déployé. Alors peut-être pas dans les cas où effectivement le poste est bien verrouillé, mais c'était pas le cas de toutes les entreprises. Et effectivement, on a beaucoup d'attaques qui sont arrivées par ces biais-là, qui peuvent encore arriver par finalement un logiciel grand public très fortement déployé. C'est forcément très intéressant comme vecteur d'attaque, puisque ça va permettre de toucher le plus grand nombre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a suivi avec une augmentation significative et des attaques construites pour arriver à s'installer sur le PC de manière durable. Oui, sachant qu'on avait du coup énormément tout le monde était dans cette situation-là, donc la surface d'attaque était très grosse. Et est-ce que justement sur les postes de travail, vous avez constaté en fait, vous avez adapté finalement vos contrôles, vos mesures de sécurité, ou peut-être assoupli assoupli certaines mesures pour permettre aux utilisateurs de travailler plus facilement? Ou est-ce que vous êtes resté vraiment dans un mode classique? En fait, nous n'avons pas changé de mode de contrôle. En revanche, nous avons tiré des enseignements. Vous parlez de est-ce qu'on a eu des attaques? Mais on n'a pas eu d'attaque, mais nos fournisseurs de produits ont eu quelques soucis. Vous avez entendu parler des problèmes de VPN qu'il y a eu, donc il a fallu faire des mises à jour. Donc quand vous envoyez des posts dans la nature et qu'il arrive par des modules de VPN et que ces modules de VPN peuvent être compromis et qu'il faut faire des mises à jour, ce n'est pas simple. Donc il a fallu qu'on se mette en chantier pour améliorer les modes de déploiement, voire de mise à jour. Parce que c'est bien comme ça fonctionne le VPN. La première fois, c'est pris en compte, mais on ne peut pas le modifier si on n'a pas les bons droits. Et quand on envoie des posts de la nature, les posts n'ont aucun droit. Donc il a fallu qu'on imagine une façon de patcher à distance des posts qui ne sont pas sur notre réseau interne. Donc là, ça a été compliqué, mais on a quand même tiré des enseignements de ça. On fera autrement la prochaine fois. D'ailleurs, on a trouvé la solution pour le faire via d'autres outils, comment remettre à jour, annuler et remettre la nouveauté. Donc, on peut ne pas être attaqué, mais on peut subir les attaques qu'ont subi les autres. Oui, sachant que dans la période, on a quand même eu des vulnérabilités sur les équipements périmétriques. Enfin, je pense à des leaks sur des VPN notamment. Et globalement, les entreprises qui avaient déployé du MFA sont restées protégées, ont protégé l'intégrité de leur SI, mais il y a quand même eu des gros leaks de bases de données avec des comptes. Donc, Après, c'est pas la crise Covid qui a généré des nouvelles vulnérabilités. Et c'est sûr qu'une vulnérabilité, il faut pas attendre pour la patcher.
Ça a rappelé aux entreprises que oui, il faut patcher en permanence, il ne faut pas rester sur ce que l'on a. Et pour revenir sur le poste de travail, là, ce qu'on a fait, nous, on a bien fait attention à l'étanchéité entre le VPN et puis le poste de travail. On s'assurait que les antivirus et les autres outils de sécurité présents sur le poste étaient bien à jour. Ça, il faut vraiment garder à l'esprit que ça doit être mis à jour en permanence. Voilà. Et justement, est-ce que vous considérez que cette crise sanitaire, avec ce déploiement massif et ce travail massif à distance, a été une opportunité en fait pour sensibiliser les utilisateurs? Que vous les avez sentis plus réactifs, plus sur cette partie? Moi, je me rappelle avoir participé avoir été auditeur à un webcast une semaine ou 2 semaines après le début du confinement. Et dans les questions du public, c'était plutôt des petites entreprises, mais il y avait beaucoup qui se demandaient ce que c'était qu'un VPN. Donc oui, on a fait de l'évangélisation sur ces sujets-là. Et je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient que s'il n'y a pas un poste de travail un petit peu contrôlé et un lien à l'entreprise suffisamment sécurisé, qu'on utilise n'importe quelle application, on va au-devant de problèmes. Donc ça a été, en même temps que la crise sanitaire, je pense que la crise cyber a été rappelée souvent, qu'il y a eu suffisamment d'attaques, hélas, pour pouvoir le redire, et que du coup, effectivement, des gens qui ne s'étaient pas vraiment intéressés au sujet ont pris conscience et ont entendu des messages. Et du coup, dans vos utilisateurs, est-ce que vous avez constaté une augmentation finalement du nombre de questions? Parce que finalement, c'est l'incidence directe. Alors, on n'est pas les seuls. Je pense qu'on a participé, comme beaucoup dans l'industrie française, à offrir des solutions pour des petites entreprises pour qu'ils puissent tester, déployer rapidement sans se poser de questions. Et effectivement, on a vu qu'il y avait une adoption des solutions qu'on peut fournir ou de celles de nos concurrents qui sont sécurisées. Et on se rend compte qu'effectivement, ça c'est rentré dans les habitudes d'avoir un certain nombre de choses qui sont déjà plus sécurisées en place. Oui, et en aparté, on a également vu autour de ça la puissance des lobbies. Autour des solutions de communication qui ont permis quand une solution sortait, parce que d'un point de vue utilisateur, elle était agréable à utiliser, facile, on a très largement communiqué sur des failles de sécurité qui existaient partout, mais on a montré du doigt, grâce à la force des lobbying, un certain nombre de solutions. C'était assez intéressant à observer ça d'ailleurs. Alors on parlait des mises à jour aussi tout à l'heure. Je pense que ça a changé aussi un peu nos métiers. La surface d'attaque grandissant, étant de plus en plus large, on pouvait se dire que nos entreprises étaient aussi des cibles plus faciles. Est-ce que ça a changé des choses dans vos cycles de mise à jour? Est-ce que vous avez finalement accéléré et modifié des choses en temps de crise? Pour nous, pas forcément face à la crise, mais on voit depuis quelques années que oui, les mises à jour sont de plus en plus fréquentes. Il y a quelques années, on attendait un petit peu, parce qu'il y a aussi le business quand même à faire tourner, donc on attendait un petit peu. Maintenant, on se pose beaucoup moins la question, et il est impératif aujourd'hui de patcher dès qu'il y a des vulnérabilités, oui. Oui, d'accord. C'est une tendance plutôt depuis quelques temps, et pas forcément quelque chose qui a été accéléré au moment de la crise sanitaire. Ça a peut-être boosté un petit peu, mais c'est vraiment une tendance de fond. Et j'ai une question un peu plus générale. Est-ce que selon vous, finalement, c'est plus facile d'attaquer une entreprise en télétravail qu'une entreprise avec ses salariés sur site? Est-ce que finalement, on est plus vulnérable à distance? Je pense que c'est intimement lié à l'infrastructure dont on dispose. Donc chaque cas est un petit peu spécifique. Moi, je vais parler pour mon cas où nous, on est sur une infra donc virtualisée, centralisée. C'est-à-dire que le poste de travail, c'est un bureau virtuel, donc qu'il soit exécuté dans les locaux ou à l'extérieur, s'agissant d'une machine qui est totalement étanche par rapport au device sur lequel elle s'exécute, nous, ça ne nous pose aucun problème. C'est totalement transparent. Donc c'est un non-problème pour nous, cet aspect-là. Nous, ça n'a rien changé puisque tout est centralisé aussi, mais il n'y a rien qui s'exécute sur les postes. À partir de là, qu'on soit dehors ou dedans, ça ne peut pas changer grand-chose. En revanche, ce que ça a changé, c'est quand même une prise de conscience de comment est-ce qu'il faut faire. Ça a conforté le fait qu'on ait gardé des systèmes à l'intérieur, c'est-à-dire rien dehors.
Ça veut dire qu'on a maîtrisé le périmètre et le mode d'exploitation ou du suivi de production n'a pas changé parce que les gens ne sont plus à l'intérieur de locaux, mais à l'extérieur de locaux. Ça, c'est quelque chose qui est devenu une évidence pour tout le monde. Mais on voit quand même que sur certaines populations qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique, le fait d'ajouter de l'authentification forte, ajouter tout un tas de systèmes comme ça, c'est pas simple à changer la façon de travailler. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours étonnant en fait de dire, de constater que finalement tout le monde s'est adapté et qu'on n'a pas eu de dégradation à certains moments de la sécurité. Donc c'est pour ça que je me pose toujours cette question. Et c'est vrai que voilà, on a tous travaillé avec nos VP, nos directions, qui nous demandent d'arrêter d'avoir 50 passwords, d'arrêter d'avoir des calculettes avec des numéros qui changent, tout ça. Donc la gestion du changement, pour moi, c'était quand même important, vraiment une zone à risque. Ce que vous dites est vrai, mais en même temps, bon, l'authentification forte, c'est intéressant, mais on n'a pas à le faire subir à tout le monde. Tout dépend du métier de la personne dans l'entreprise. Les administrateurs, c'est normal qu'on leur demande l'authentification forte. Mais l'usager lambda, entre guillemets, n'a pas besoin d'authentification forte. Parce que qu'est-ce qui change qu'il soit dans son bureau où il peut recevoir des gens de l'extérieur par rapport à chez lui pour faire un travail qui est, entre guillemets, télétravaillable. Parce que tout n'est pas télétravaillable. Parce que l'État a bien réglementé, on parle de télétravail, voire travail à distance, mais l'État a bien réglementé. Dans chaque entreprise, on doit voir quel métier est télétravaillable. Donc, on ne fait à l'extérieur que ce qui est télétravaillable. Après, bon, il faut mettre quand même des degrés quand on met de la protection. Sinon, comme vous dites, ça ne passera pas quelque part. Il y a des règles pour certains, et les mêmes règles, il y a des exceptions pour d'autres. Okay. C'est vrai que l'expérience utilisateur, effectivement, c'est un point crucial dans la sécurité, évidemment. Si plus vous mettez de sécurité, après, on se retrouve avec les post-it qui se baladent un peu partout, avec tous les mots de passe écrits, etc. Voilà, donc la sécurité tue la sécurité. Après, c'est pareil, je redis ce que je disais tout à l'heure, en fonction de votre infra, un bon niveau de sécurité, ce n'est pas forcément une grosse contrainte pour l'utilisateur. Quand il s'agit uniquement de lui demander de faire une authentification complémentaire, quand il est à l'extérieur, quand il n'est pas sur le réseau d'entreprise, honnêtement, nous, on l'a vécu en masse sur vraiment des agents lambda, utilisateurs de SI. C'est quelque chose qui est très simple. Aujourd'hui, tous les gens... on voit comment ils sont à l'aise sur leur smartphone. Hein. Donc, aller chercher un code sur son smartphone et rentrer un code PIN pour prouver qu'on est bien la bonne personne qui utilise le bon outil, c'est quand même des tâches qui sont extrêmement simples et qui ne sont aujourd'hui pas du tout un frein à un niveau de sécurité tout à fait intéressant. Et finalement, la crise a quand même été une opportunité de sensibiliser ces personnes à la nécessité d'avoir ce double code, entre guillemets, cette authentification forte, parce qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise, et en crise en plus. Donc, tout à fait, et c'est quelque chose qui, franchement, nous, on n'a eu aucun retour négatif par rapport à ça. C'est quelque chose qui est très bien passé, qui a été très bien accepté par les agents. Et après, il ne faut pas mettre du MFA quand il n'y en a pas besoin, de toute façon. Nous, on a fait le choix aussi que nos collaborateurs, quand ils sont sur site avec leur PC portable, quand ils arrivent chez eux et qu'ils ouvrent leur station, ils ont la même chose. Parce qu'on monte automatiquement un VPN avec un certificat. Donc, ils n'ont pas d'authentification supplémentaire à faire pour pouvoir se connecter à l'environnement bureautique. Après, s'ils veulent aller voir leur mail sur un autre device qui n'est pas celui de l'entreprise et qui n'est pas connecté au réseau d'entreprise, là, on va lui mettre un MFA par contre. On va lui rajouter cette sécurité. Mais du coup, tu soulignes quelque chose qui est pour moi important, c'est que finalement, on ne change pas 50 fois la méthode d'authentification pour l'utilisateur, parce que c'est comme ça qu'on le perd. Je prends une analogie avec des systèmes bancaires, où vous payez quelque chose sur Internet, vous êtes sur une banque A, on vous envoie un SMS, une banque B, il faut ouvrir l'application lambda, une banque C, il faut avoir la petite carte, une banque D, et finalement, on perd tout le monde en fait avec ça. Donc je pense effectivement que c'est quelque chose d'important dans l'expérience utilisateur et que cette
opportunité de crise a permis de dire aux utilisateurs, voilà la solution d'authentification forte, et finalement de l'utiliser un peu plus massivement, peut-être parfois où on n'en a pas complètement besoin, mais en tout cas d'en avoir qu'une seule. Et j'avais une autre question, bon, on est un petit peu entre nous là aujourd'hui. Est-ce que finalement sur vos infrastructures, vous avez constaté des limites et vous vous êtes dit pendant cette crise, on va rien changer pendant la crise, hein, c'est pas le bon moment, mais vous avez identifié en fait des faiblesses, des points de faiblesse où vous vous êtes dit finalement ça il faudrait peut-être le changer en allant voir vos différentes directions, ça a facilité, je dirais, la préparation ou la mise en place de ces nouveaux projets, en fait. Alors nous, on a eu très clairement un projet qui est sorti, et d'ailleurs qui est en train qu'on va commencer à réaliser, c'est au niveau de la supervision. C'est-à-dire que c'est vrai que le confort de la qualité du système faisait que, en fait, avec un surdimensionnement, faisait qu'on ne s'en occupait pas. Là, effectivement, on a quand même eu une augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs, et ce qui nous a démontré que ça s'est bien passé, mais qu'on avait besoin d'avoir des retours de métriques pour justement avoir un retour sur le comportement de notre système, pour savoir quand justement il fallait intervenir. Et là-dessus, on n'était pas bon, parce qu'on était confortable. Donc ça n'apparaissait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a pris conscience, et on est en train justement de mettre en place de nouvelles solutions de supervision, aussi bien sur les temps d'accès, le nombre de personnes, la charge des serveurs, etc., pour pouvoir provisionner automatiquement de nouvelles machines quand la charge globale arrive à un certain niveau, etc. Donc on est dans cette dynamique-là pour être encore plus agile dans l'adaptation du système d'information à cette ouverture. Pour moi, ça a montré. Enfin, j'ai l'impression qu'au sein des entreprises, finalement, on a su faire face, notamment pour la collaboration dans l'entreprise. Ça a bien marché. Il y avait déjà des choses en place. Et ce qui avait des petits problèmes a été un peu renforcé. Le capacitaire a suivi, malgré tous les efforts effectivement que ça a dû demander en termes d'approvisionnement et autres. Nous, ce qu'on a vu, c'est que le point qui restait sans doute à traiter, c'était après la collaboration entre les entreprises. Parce que les chaînes entre entreprises, c'est un truc où c'est encore assez ouvert, c'est plus compliqué, on est sur des interfaces et forcément, il faut accepter de nouveaux entrants de temps en temps. Donc dans les nouveaux entrants, il peut y en avoir qui ne sont pas forcément désirés. Donc c'est vraiment la collaboration inter-entreprise où on a senti qu'il y avait le plus de difficultés à faire marcher de manière bien sécurisée, et qu'on a effectivement des projets qui, depuis ça, sont remontés avec un besoin de dire on va être capable de travailler vraiment à distance. Alors je reviens sur le niveau de sécurité élevé, mais souvent c'était pour nos clients un besoin de se réunir en présentiel dès que le sujet devenait un petit peu sensible, ou vraiment de limiter la façon de travailler. Aujourd'hui, ils veulent pouvoir travailler normalement, ils veulent pouvoir collaborer normalement, échanger des informations normalement comme tout le monde, même si le niveau de sécurité est un peu plus haut. Donc il y a des projets qui sont en train d'émerger sur lesquels on travaille pour effectivement être capable d'avoir une collaboration entre différentes entités qui soit avec une bonne sécurité, la même que si on était sur site. Et même pousser peut-être une collaboration entre outils. Parce que j'imagine que, on l'a vu aussi, ça a été un point de faiblesse, c'était que l'entreprise A utilisait l'outil A, l'entreprise B l'outil B. A et B ne pouvaient pas communiquer ensemble, donc il fallait qu'un des deux installe l'outil de l'autre. Il faut des droits administrateurs sur les postes de travail. On avait des problématiques d'interopérabilité entre les solutions, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, alors, soit en interop, soit effectivement en ayant quelque chose un petit peu léger qui permette de communiquer de manière plus globale. Après, quand on rentre dans un dialogue plus approfondi, on peut toujours avoir le temps d'installer un outil, mais si on veut rapidement pouvoir faire quelque chose de large, le besoin n'est pas forcément couvert aujourd'hui. Merci à tous. Est-ce que vous aviez des questions dans la salle pour les différents intervenants ? Bonjour, Diane Rambaldini. J'ai une petite question. On a beaucoup parlé de technique.
Par contre, on n'a pas parlé de chartes peut-être dédiées aux utilisateurs pendant cette période. Je pense notamment à beaucoup d'entre nous qui avions les enfants à la maison. Un enfant peut éventuellement, ce qui ne se passe jamais au bureau, utiliser l'ordinateur de papa et maman. Est-ce que ce genre de problématiques ont été traitées à travers une charte dédiée pendant cette période ou pas du tout ? Pour nous, chez SFR, non, il n'y a pas eu de charte particulière, mais je pense que tout le monde était logé à la même enseigne. Et effectivement, si on entendait un enfant crier ou quoi que ce soit, c'est devenu complètement naturel. Donc ça, j'ai l'impression que ça a changé aussi notre rapport aux réunions qu'on pouvait faire. C'est que voilà, maintenant, on a intégré que oui, les gens ont aussi une vie de famille, ont aussi des choses, et que voilà, c'est des choses qui arrivent. Par rapport... Enfin, il y a la charte et puis après effectivement il y a ce qu'on fournit. C'est-à-dire que de toute façon quand on fournit des postes qui sont fermés, comme c'est le cas, ils vont passer, les enfants ne vont pas pouvoir faire grand-chose dessus. Je pense que c'est tout de même après beaucoup plus difficile d'assurer la sécurité sur du matériel personnel où on vient renforcer. On complique beaucoup la tâche d'administrateur. Il doit gérer une flotte très hétérogène, des accès à partir de postes qui ne sont pas du tout surveillés. Forcément, on s'expose à un certain nombre de problèmes. Donc, dès que les informations deviennent un petit peu sensibles, c'est vrai qu'on a tendance à conseiller tout de même à nos clients d'aller sur un poste fermé qui ne va pas pouvoir avoir d'autres usages pour beaucoup d'utilisateurs vers un certain nombre de sites non maîtrisés, non identifiés. Après, il faut aussi relativiser en termes de risque. Un enfant dans le salon ne veut pas forcément menacer SFR, Thales ou la BNF. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'image, il peut y avoir des mails ou des choses un peu plus délicates. Non, mais sur un poste non protégé, il pourra tout de même aller cliquer sur le lien où il ne faut pas cliquer, aller sur le site vers lequel il ne faut pas aller. Oui. Et on a en fait quelque part déjà sensibilisé nos équipes. Tout le monde le fait en croissant ses collègues. C'était la même mesure. Hein. Fallait fermer son écran, enfin en tout cas verrouiller sa session. Mais oui. Oui, mais de toute façon, avant la pandémie, il y avait déjà le télétravail. Il y avait des chartes qui existaient pour le télétravail. La période de pandémie où on ne parlait plus du télétravail, mais du travail à distance, n'a été qu'une accélération. Donc, la charte existait déjà avant. Mais ce qui a changé, si on n'est plus dans le domaine technique, c'est que les utilisateurs ont demandé à avoir une plage de travail beaucoup plus grande. Alors qu'avant, je sais pas, à 20 heures, les postes usagers sont fermés automatiquement. Mais comme travailler à distance, c'est prendre la main à distance sur les postes usagers qui sont en interne, il y a une demande forte des usagers pour que la plage soit étendue. Donc, la surveillance automatique est étendue pour l'accès au poste. C'est tout ce qui a changé. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Non, très bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces partages d'expériences auront été intéressants pour vous tous.